Laura refusa de prêter sa voiture à la sœur de son mari, et en représailles, Lucie répandit le mensonge que Laura avait heurté son enfant. Furieux, le mari de Laura, Daniel, perdit son sang-froid et lui dit de simplement s'excuser pour préserver la paix. Au lieu de cela, Laura passa un appel le lendemain matin. Quand Lucie ouvrit sa porte, elle faillit s'évanouir à la vue de la personne qui se tenait là. Laura, 41 ans, vivait à Charlotte, en Caroline du Nord, et était mariée à Daniel depuis près de 9 ans. Ils n'avaient pas d'enfants, juste 2. Tous deux travaillaient à plein temps et, pour l'essentiel, tout allait bien. Mais il y avait un problème constant dans leur mariage, sa sœur Lucie. Lucie était le genre de personne qui pensait que tout le monde lui devait quelque chose. Elle demandait toujours des faveurs et ne rendait jamais rien en retour. Elle empruntait des choses et les cassait ou les perdait, et d'une manière ou d'une autre, ce n'était jamais de sa faute. Elle ne disait pas merci, elle ne s'excusait pas, elle continuait simplement à prendre. Tout a commencé quand Lucie a voulu emprunter la voiture de Laura. C'était un jeudi après-midi. Laura était au travail quand elle a reçu un texto de Lucie. « Salut, est-ce que je peux emprunter ta voiture ce week-end ? La mienne est au garage, et les enfants me rendent folle. » Je leur ai dit qu'on irait à Caroinde. Laura n'a même pas hésité. « Non, j'ai besoin de ma voiture. » Elle l'utilisait pour aller au travail. Elle l'utilisait pour faire les courses. Et franchement, elle ne faisait pas confiance à Lucie au volant de quoi que ce soit qu'elle possédait. La dernière fois que Laura lui avait prêté quelque chose, c'était une tondeuse à gazon, et Lucie l'avait rendue avec une lame fissurée et sans explication. De plus, Laura savait comment Lucie traitait ses propres affaires. Elle était constamment chez le garagiste parce qu'elle conduisait comme si la route lui appartenait. Lucie a répondu « Ok, ça valait le coup d'essayer ». Elle a ajouté un emoji qui rit, et c'est tout. Du moins, c'est ce que Laura pensait. Dimanche soir, Laura est rentrée de l'épicerie. Dès qu'elle a franchi la porte, son téléphone a commencé à sonner. Texto après texto, appels manqués, messages vocaux, tous de personnes qu'elle connaissait. Des amis, des voisins, même des gens à qui elle parlait à peine. « Salut, est-ce que tout va bien avec le gamin de Lucie ? Il s'est passé quelque chose dans ton allée ? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit si calme à ce sujet. » Laura se tenait dans sa cuisine, fixant son téléphone, essayant de comprendre de quoi diable tout le monde parlait. Elle n'avait pas vu Lucie ni son enfant depuis des jours. Finalement, elle l'a appelée. Lucie a décroché tout de suite, l'air complètement désinvolte, comme si elles étaient de vieilles amies en train de bavarder. « Pourquoi tout le monde demande s'il est arrivé quelque chose à ton fils ?» a demandé Laura. « As-tu dit aux gens que je l'avais heurté ?» Lucie a laissé échapper un petit rire. « Oh ouais, eh bien, en quelque sorte. Mais ce n'est pas grave. » Laura est restée silencieuse une seconde. Elle a cru avoir mal entendu. « Tu as dit quoi ?» Lucie a ri de nouveau. « Détends-toi, j'ai juste mentionné que tu l'avais un peu heurté avec ta voiture l'autre jour. Il va bien, juste un petit bleu. Je n'allais rien dire, mais les gens ont demandé pourquoi il ne se sentait pas bien aujourd'hui. » Soyons clairs, Laura n'avait pas vu cet enfant depuis plus d'une semaine. Elle n'avait même pas quitté sa maison en même temps que la famille de Lucie depuis des jours. Et pourtant, Lucie racontait aux gens que Laura avait heurté son fils avec sa voiture. « Tu dois clarifier ça immédiatement », a dit Laura. Lucie l'a balayé d'un revers de main. « Ce n'est pas si grave. N'en fais pas toute une histoire. » Laura a raccroché et a raconté à Daniel ce qui se passait. Il était assis sur le canapé, regardant à moitié un match de football, à moitié faisant défiler son téléphone. Elle a tout expliqué. Elle lui a montré les textos. Elle lui a dit exactement ce que Lucie avait dit. Il l'a regardé, a haussé les épaules et a dit « Excuse-toi, c'est tout. Tu sais comment elle est. Ne faisons pas de vagues. » Laura le fixa pendant 30 bonnes secondes, attendant qu'il réalise à quel point il était insensé. « M'excuser ? Pour quelque chose que je n'ai pas fait ? Pour un accident qui n'a jamais eu lieu ? Pour un mensonge qu'elle a inventé et raconté à la moitié du quartier ? Absolument pas, chérie, allez, dit Daniel. C'est Lucie. Elle ne va pas changer. Dis juste pardon et laisse-la avoir celle-ci. La laisser avoir celle-ci ? C'est à ce moment-là que Laura a su qu'elle devait gérer ça elle-même. Si elle laissait faire, Lucie ferait ce qu'elle faisait toujours.
continuer à mentir, à créer des histoires et à s'en tirer. Alors Laura a passé un appel. Elle avait une amie nommée Becky qui travaillait pour les services de protection de l'enfance, CPS. Elles étaient amies depuis le lycée. Et Laura lui faisait plus confiance qu'à n'importe qui d'autre. Mais elle n'a pas appelé en tant qu'amie. Elle a appelé en tant que personne qui traite de vrais cas de maltraitance et de négligence d'enfants tous les jours. Laura a posé une question simple. Si quelqu'un raconte que son enfant a été heurté par une voiture mais ne l'a jamais signalé, et que l'enfant n'est pas examiné, est-ce que c'est quelque chose que le CPS examine? Becky n'a même pas hésité. Oui, absolument. Qui est l'enfant? Laura lui a tout raconté. La fausse histoire, les textos, le fait qu'elle n'avait même pas été près d'eux, la façon dont Lucie utilisait ce mensonge pour la faire passer pour une conductrice négligente qui avait blessé son enfant et ne s'était même pas excusée. Becky a dit « Ok, j'ouvre une enquête de bien-être dès demain matin ». C'est à ce moment-là que Laura a su que les choses allaient devenir sérieuses. À 9 heures précises, Lucie a reçu une visite à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle pensait que c'était juste une autre petite histoire qu'elle pouvait raconter pour obtenir de la sympathie et peut-être faire passer Laura pour une mauvaise personne. Mais le CPS ne plaisante pas. Ils se sont présentés à sa porte avec un officier de police. Ils ont demandé à voir son fils. Ils lui ont demandé d'expliquer l'accident dont elle avait parlé aux gens. Ils ont pris des notes. Ils ont pris des photos. Ils ont inspecté sa maison. Ils ont demandé pourquoi elle ne l'avait pas emmené à l'hôpital s'il était blessé. Ils ont demandé pourquoi elle n'avait pas déposé de plainte. Ils ont demandé pourquoi personne d'autre n'avait été témoin de quoi que ce soit. Et Lucie s'est complètement effondrée. Une voisine qui habitait de l'autre côté de la rue a raconté toute la scène à Laura. Lucie avait ouvert la porte en peignoir, les cheveux en désordre, une tasse de café à la main, l'air de sortir du lit. 20 minutes plus tard, elle était rouge, bégayait et n'arrivait pas à raconter une histoire cohérente. Et le meilleur dans tout ça, c'est que son fils allait parfaitement bien. Pas une marque sur lui. Pas de bleu. Pas d'éraflure. Rien. L'officier a pris la déclaration de Laura. Le CPS a tout documenté. Et Lucie a reçu une contravention pour fausse déclaration. Mais ce n'était même pas la partie la plus satisfaisante. Car une fois que les gens du quartier ont découvert que le CPS avait été appelé pour vérifier l'état du fils de Lucie, les histoires ont commencé à affluer. Il s'est avéré que ce n'était pas le premier mensonge que Lucie avait raconté. Loin de là. À midi le même jour, le téléphone de Laura a recommencé à s'allumer. Mais cette fois, les messages étaient différents. Pourquoi la police est-elle chez Lucie? Je viens de voir le CPS là-bas. Est-ce que tout va bien? Il est arrivé quelque chose à son fils pour de vrai? Il n'a pas fallu longtemps pour que tout le quartier sache ce qui s'était passé. On ne reçoit pas une visite de contrôle du CPS avec une escorte de police sans que les gens le remarquent. Charlotte est peut-être une grande ville, mais les quartiers? Les quartiers sont petits. Les gens parlent. Et l'histoire de Lucie a commencé à se fissurer. Maintenant, les gens qui avaient entendu sa version des faits, celle où Laura avait heurté son fils avec sa voiture puis était partie froidement sans vérifier s'il allait bien, se rendaient compte que rien de tout cela ne tenait debout. Un voisin, Wilson, qui habitait 2 portes plus loin, a envoyé un texto à Laura. C'est drôle qu'elle ait dit que tu l'avais heurté vendredi, mais on t'a vu partir avant midi et tu n'es rentré qu'après la tombée de la nuit. Exactement. Parce qu'elle avait été au travail. Comme elle l'était toujours le vendredi. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure que Laura n'avait pas prévue. Le mensonge de Lucie à son sujet n'était pas juste une histoire aléatoire et isolée. Non. Lucie avait tissé une petite toile d'histoire depuis des mois, peut-être des années. Et les gens commençaient enfin à faire le lien. Une voisine, Tara, est venue directement à la porte de Laura. Elle n'a même pas frappé, elle est juste restée là à attendre qu'elle réponde. Je ne sais pas si tu le sais, a dit Tara, mais le mois dernier, Lucie m'a dit que tu volais des colis sur les perrons. Laura cligna des yeux. Pardon? Ouais, dit Tara. Elle m'a dit de garder un œil ouvert parce que tu avais des problèmes d'argent et que tu prenais les livraisons. Laura est restée là, abasourdie. Elle n'en avait jamais entendu parler auparavant. Puis un autre texto est arrivé. Cette fois d'une autre voisine, Cathy. Est-ce que Lucie t'a déjà dit que tu avais empoisonné son chat?
Parce qu'elle me l'a dit aussi. À ce stade, Laura ne savait pas si elle devait rire ou crier. Cette femme avait sali son nom dans toute la rue depuis Dieu sait combien de temps. Et elle n'en avait eu aucune conscience. Elle avait pensé que Lucie était juste légèrement agaçante. Mais non, Lucie avait mené toute une campagne. Et apparemment, elle n'était pas aussi subtile qu'elle le pensait. Ce qui rendait les choses encore pires, c'était Daniel. Après la visite du CPS, il était silencieux. Presque trop silencieux. Il n'a rien dit pendant des heures. Juste assis dans le salon sur son téléphone, faisant défiler et défiler. Finalement, Laura a demandé. « Alors, tu penses toujours que je devrais m'excuser ?» Il n'a même pas levé les yeux. Il a juste dit. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. C'est à ce moment-là que Laura a réalisé quelque chose d'important. Daniel savait que Lucie était comme ça. Il avait simplement espéré que s'il l'ignorait, elle se lasserait et passerait à autre chose. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a continué à pousser, à tester, à voir jusqu'où elle pouvait aller. Et Daniel l'avait laissé faire. Cette nuit-là, Laura l'a trouvé en train d'envoyer des textos à Lucie. Elle n'a pas pu voir toute la conversation, mais elle en a attrapé assez par-dessus son épaule pour réaliser qu'il lui disait de simplement clarifier les choses et d'arrêter d'aggraver la situation. Elle n'arrivait pas à y croire. « Pourquoi la protèges-tu » lui a-t-elle demandé sans détour. Et tout ce qu'il a dit, c'est ma sœur. C'est à ce moment-là que Laura a décidé qu'elle n'avait pas encore fini. Et voici la partie que personne n'a vu venir. Le lendemain, elle a reçu un appel de Becky. « Tu ne vas pas croire ça » a dit Becky. Apparemment, pendant la visite du CPS, Lucie a fait une remarque désinvolte sur le fait que le bleu n'est même plus si grave, même si son fils n'avait pas une seule marque sur lui. Et le CPS, il ne plaisante pas avec ça. Alors ils ont vérifié les dossiers scolaires, les dossiers médicaux, juste pour être sûr. Et devine ce qu'ils ont trouvé. Il y avait eu 3 autres fois au cours de la dernière année où Lucie avait emmené son fils aux urgences pour des blessures accidentelles, toutes des petites choses, une entorse au poignet, une coupure au front, un bleu aux côtes. Et à chaque fois, l'histoire avait été bancale. L'un des rapports mentionnait même qu'une infirmière s'était inquiétée de la manière vague dont Lucie s'exprimait, ce qui signifiait que Lucie ne mentait pas seulement à propos de Laura. Elle inventait peut-être des choses sur son propre fils, ou pire. Laura ne savait même pas quoi faire de cette information. Becky lui a dit que le CPS ouvrait une enquête plus approfondie. Et maintenant, il ne s'agissait plus seulement d'un faux incident dans une allée. Maintenant, ils enquêtaient sur Lucie elle-même. Et le truc, c'est que Lucie n'en avait aucune idée. Elle postait toujours sur Facebook comme si de rien n'était, laissant des commentaires passifs-agressifs sur les faux amis et les gens jaloux qui essayaient de ruiner sa vie. Pendant ce temps, Laura se contentait de s'asseoir et de laisser les professionnels s'en occuper. Mais le quartier ne restait pas silencieux. Cette semaine-là, 3 voisins différents se sont manifestés avec leurs propres histoires sur Lucie. Wilson a dit qu'elle avait accusé sa femme d'avoir rayé sa voiture. Cathy a dit que Lucie lui avait raconté que quelqu'un se faufilait dans son jardin, et qu'elle pensait que c'était Laura. Tara a dit que Lucie avait essayé d'emprunter sa voiture une fois aussi. Et quand elle a dit non, Lucie ne lui a plus parlé pendant des mois. C'était comme si tout le monde avait juste attendu que quelqu'un dise tout haut ce qu'ils pensaient tous. Lucie était un problème. Et maintenant que le CPS était impliqué, et maintenant que la police avait été à sa porte, plus personne n'avait peur de parler. Laura a entendu par le bouche à oreille que Lucie était choquée que les gens ne prennent pas son parti. Elle avait pensé que tout le monde se rallierait à elle. Mais au lieu de cela, les gens ont commencé à s'éloigner. Ils ont cessé de l'inviter. Ils ont cessé de répondre à ses appels. Ils ont cessé de croire à ses histoires. Et Daniel, il devenait silencieux chaque fois que Laura la mentionnait, comme s'il connaissait la vérité, mais ne voulait pas l'admettre à voix haute. Mais le truc, c'est que Laura n'avait pas fini. Pas encore. Laura a eu une idée. Quelque chose de plus grand. Quelque chose qui s'assurerait que Lucie ne puisse pas simplement se sortir de ce pétrin et tout recommencer ailleurs. Parce qu'elle avait découvert quelque chose sur le contrat de location de Lucie et sur son propriétaire. Et une fois qu'elle a fait le lien, elle a réalisé qu'elle avait la prochaine étape parfaite. Mais elle garderait cette partie pour plus tard. À ce stade, Lucie était sur la sellette. La visite du CPS l'avait secouée.
La nouvelle s'était répandue dans le quartier. Les gens prenaient leur distance. Elle n'était plus invitée aux habituels barbecues de jardin, ni dans les discussions de groupe sur les fêtes de quartier. Mais Lucie n'était pas du genre à simplement accepter la défaite et passer à autre chose. Non. Au lieu de cela, elle a persisté dans son mensonge. 3 jours après la visite du CPS, Laura s'est réveillée avec une autre vague de textos. Cette fois de la famille de Daniel. Sa mère, sa tante, même son cousin d'Acheville, que Laura connaissait à peine. Tous faisaient exploser son téléphone, posant la même question. Que se passe-t-il avec Lucie? Pourquoi as-tu appelé le CPS? Elle dit que tu essaies de lui faire enlever son enfant. Et juste comme ça, Lucie avait changé le récit. Maintenant, elle racontait à la famille que Laura avait appelé le CPS par dépit. Qu'elle était jalouse que Lucie soit une mère. Qu'elle essayait de ruiner sa vie parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Laura était sans voix. Cette femme était passée de mentir sur le fait qu'elle avait heurté un enfant à raconter à toute la famille qu'elle menait une sorte de vendetta personnelle pour faire retirer l'enfant de Lucie de son foyer. Et Daniel, une fois de plus, inutile. Je veux dire, je comprends pourquoi elle serait contrariée, dit-il. Laura le fixa. Elle jura qu'elle pensait être victime d'une farce. Tu comprends pourquoi elle serait contrariée, répéta-t-elle. Elle traîne mon nom dans la boue auprès de toute ta famille. Elle ment encore. La défends-tu sérieusement? Il ne répondit pas. À ce moment-là, Laura réalisa quelque chose. Son mari l'aimait peut-être. Mais quand il s'agissait de Lucie, il était lâche. Puis, le prochain rebondissement la frappa comme une brique. Ce vendredi-là, elle rentra du travail pour trouver une note scotchée à leur porte d'entrée. Elle était pliée. Et tout ce qui était écrit à l'extérieur était. Je pensais que tu devrais savoir. À l'intérieur se trouvait une impression, pas manuscrite. Une impression complète d'un long et méchant message Facebook d'un groupe de quartier privé. Un message écrit par Lucie. Elle avait publié une longue diatribe accusant Laura de harcèlement. Elle disait qu'elle avait espionné sa famille, appelé les autorités avec de fausses déclarations, et retourné le quartier contre elle par amertume. Elle a même affirmé que Laura avait harcelé son fils. Laura se sentit malade. Elle a lu le tout 3 fois juste pour s'assurer qu'elle n'imaginait pas. Lucie l'avait nommé directement. L'avait identifié. Avait dit à tout le monde qu'elle envisageait de consulter un avocat et d'obtenir une ordonnance restrictive. C'était au-delà de tout ce que Laura avait cru qu'elle était capable de faire. Mais voilà le truc. Lucie pensait qu'elle était maligne. Elle pensait que poster ça dans un groupe la protégerait. Comme si le reste du quartier n'allait pas le dire à Laura. Comme si les gens étaient encore de son côté. Mais elle avait tort. Parce que quelqu'un de ce groupe l'avait imprimé et l'avait laissé sur la porte de Laura. Anonymement. Pas de nom. Pas d'adresse de retour. Juste ce simple message. Je pensais que tu devrais savoir. Et une fois que Laura a eu cette preuve, sa prochaine étape est devenue parfaitement claire. Maintenant, c'est là que les choses sont vraiment devenues intéressantes. Vous vous souvenez qu'elle avait mentionné le propriétaire de Lucie? Eh bien, après tout ça, Laura a finalement décidé d'enquêter sur sa situation de logement. Lucie était dans la même maison depuis environ 2 ans. Se vantant toujours de sa bonne affaire. Comment elle avait un propriétaire cool qui ne la dérangeait pas. Mais ce qu'elle n'a jamais mentionné. Il s'est avéré que le propriétaire de sa maison était un type nommé Monsieur Patterson. Retraité, calme, et il vivait à environ 5 pâtés de maison. Laura ne le connaissait que parce qu'ils s'étaient rencontrés une fois à un vide-grenier. Alors elle l'a contacté, très nonchalamment, juste pour lui demander s'il était au courant de tout ce qui se passait sur sa propriété. Il s'est avéré qu'il ne l'était pas. Quand elle lui a dit que le CPS avait été appelé à la maison, et qu'il y avait eu une intervention de la police, il est devenu très silencieux. Puis il l'a remercié. Et a raccroché. 2 heures plus tard, Tara a envoyé un texto à Laura. Le propriétaire est chez Lucie. Il a l'air furieux. Apparemment, il s'était présenté à l'improviste. Avait frappé à la porte. Avait exigé d'inspecter les lieux. Lucie n'était pas contente. Mais légalement, elle ne pouvait pas refuser. Selon Tara, c'est devenu toute une scène. Des cris. Des portes qui claquent.
Lucie pleurant sur le porche. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le lendemain, Laura a reçu un autre texto de Tara. Vérifie les registres du comté. Au début, elle ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Mais ensuite, Tara lui a envoyé le lien. Devinez qui n'avait pas payé son loyer depuis 3 mois? Lucie. Elle avait raconté aux gens que sa voiture était au garage, et c'est pourquoi elle ne pouvait pas se déplacer. Racontant aux gens qu'elle était à court d'argent à cause des réparations. Mais en réalité, elle ne payait pas son loyer. Elle vivait juste là. Espérant que le propriétaire ne remarquerait pas. Et maintenant, il avait définitivement remarqué. La nouvelle se répandait rapidement. Les mêmes voisins à qui Lucie avait menti chuchotaient maintenant à propos d'expulsion. À propos du CPS. À propos de la police chez elle. Soudain, Lucie n'était plus la victime. Elle était le problème. Et honnêtement, Laura n'avait même pas encore touché à son vrai plan. Parce que si Lucie pensait que la visite du CPS et du propriétaire était grave, elle avait encore une carte à jouer. Mais elle garderait cette partie pour plus tard. Si quelqu'un voulait qu'elle continue. À ce stade, Lucie avait brûlé tous les ponts du quartier. Les gens ne répondaient plus à ses textos. Elle n'était invitée nulle part. Même les voisins plus amicaux gardaient leur distance. Daniel parlait à peine. Le CPS enquêtait toujours sur elle. Et son propriétaire tournait autour comme un requin. Et puis le coup de grâce. Une semaine après sa campagne de diffamation publique contre Laura sur Facebook, l'association des propriétaires, HOA, a annoncé une réunion de quartier mensuelle. Normalement, 5 personnes se présentaient à ces réunions. Cette fois, la salle était bondée. Et Lucie était là. Elle est arrivée en retard, portant des lunettes de soleil à l'intérieur comme si elle se cachait des paparazzis. Traînant son fils comme un accessoire. Assise dans le coin arrière, les bras croisés, lançant des regards noirs à Laura. Laura n'y est pas allée avec l'intention de dire quoi que ce soit. Vraiment pas. Mais dès que la réunion s'est ouverte aux préoccupations de la communauté, Tara, que Dieu la bénisse, a levé la main. Oui, en fait, je pense que nous devons aborder les fausses rumeurs qui se répandent sur les voisins, parce que ça a pris des proportions incontrôlables. Dit-elle. L'air dans la pièce sembla se vider d'un coup. Tous les yeux se tournèrent vers Laura, puis vers Lucie. Laura n'allait pas parler. Elle jura qu'elle ne le ferait pas. Mais alors Lucie a ri, assez fort pour que toute la salle l'entende. C'en était trop. Laura s'est levée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste tout déballé. Je veux juste clarifier les choses, dit-elle. Je n'ai jamais heurté personne avec ma voiture. Je n'ai jamais empoisonné le chat de personne. Je n'ai jamais volé une seule chose sur le porche de qui que ce soit. Et j'en ai assez des mensonges. La salle était silencieuse. Laura a regardé droit dans les yeux de Lucie. Si tu veux m'accuser de quelque chose, Lucie, dis-le-moi en face, ici et maintenant, devant tout le monde. Lucie a souri d'un air narquois. Peut-être que je le ferais si ce n'était pas vrai, dit-elle. Laura a hoché la tête. D'accord, alors explique à tout le monde pourquoi le CPS n'a rien trouvé. Explique pourquoi ton fils n'avait pas une égratignure. Explique pourquoi tu as dit à la moitié du quartier que je suis une voleuse, mais personne ne m'a jamais vu prendre quoi que ce soit. Explique pourquoi ton propriétaire est chez toi un jour sur 2 maintenant. Ça a effacé le sourire du visage de Lucie. Mais ce n'est pas Laura qui l'a achevé. Non. Cet honneur est revenu à Wilson, depuis son siège près de l'avant. Wilson a pris la parole, fort et clair. Et Lucie, tu n'as pas dit qu'on avait cabossé ta voiture le mois dernier? Mais on était hors de la ville toute la semaine. Puis Tara, n'as-tu pas dit que Cathy se faufilait dans ton jardin? Cathy, elle m'a dit que tu avais empoisonné son chat. C'était comme si du pop-corn éclatait. Un par un. Les gens ont commencé à partager les mensonges que Lucie leur avait racontés. Tous différents. Tous pointant du doigt différentes personnes. Tous ridicules. Le visage de Lucie est passé de pâle à rouge, puis de nouveau à pâle. Elle s'est levée et a attrapé son fils par le bras. Vous êtes tous jaloux, a-t-elle lancé. Pathétique. Puis elle est sortie en trombe juste devant tout le monde, claquant la porte si fort que les fenêtres ont tremblé.
Personne n'a parlé pendant quelques secondes après que la porte a claqué. Puis Tara a dit, eh bien, je suppose que c'est réglé. Juste comme ça, la tension s'est dissipée. Les gens secouaient la tête, chuchotaient, regardant autour d'eux comme s'ils venaient d'assister à la fin d'un mauvais film. Daniel n'a pas dit un mot de toute la réunion. Mais dans la voiture sur le chemin du retour, il a finalement parlé. Et qu'a-t-il dit? On devrait peut-être prendre de ses nouvelles. Elle doit être gênée. Laura a presque ri. Après tout ça, sa première pensée était encore de protéger les sentiments de Lucie. Elle ne lui a même pas répondu. Elle a juste regardé par la fenêtre pendant le reste du trajet. Quand ils sont rentrés, Daniel est allé directement dans la chambre. Elle l'a entendu fermer la porte. Laura est restée dans la cuisine, rejouant tout dans sa tête. Voici la chose que personne ne vous dit quand vous vous défendez contre quelqu'un comme Lucie. Vous pensez que ça va faire du bien. Et oui, une partie en fait. Finalement faire éclater la vérité. Regardez son visage quand sa toile de mensonge s'est effondrée en public. Voir tout le quartier la voir pour ce qu'elle est vraiment. Mais il y a une autre partie qui ne fait pas du bien du tout. La partie où vous réalisez que quelqu'un de votre propre famille était prêt à détruire votre réputation pour rien. Juste parce que vous ne leur avez pas donné ce qu'ils voulaient. Juste parce que vous avez dit non. La partie où vous réalisez que votre mari, la personne qui est censée vous soutenir, ne vous a jamais vraiment défendu. Pas une seule fois. Même alors que sa sœur traînait Laura dans la boue, il est resté assis là, lui disant de préserver la paix. Et le pire, Laura ne pensait même pas que Lucie réalisait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle pensait probablement qu'elle était la victime dans toute cette histoire. Comme si tout le monde s'était ligué contre elle sans raison. Au cours des jours suivants, les voisins n'arrêtaient pas Laura dans la rue. « Heureuse que vous ayez parlé, disait-il. Désolé de n'avoir rien dit plus tôt. On a tous eu affaire à elle. Et vous savez quoi? Cette partie faisait du bien. C'était comme si elle n'était plus folle. Comme si elle ne se battait plus seule. Mais les choses avec Daniel? C'était une autre histoire. Il était devenu plus silencieux, distant. Laura pensait qu'il avait peut-être enfin compris que le comportement de Lucie était plus que, juste sa manière d'être. Quant à Laura, elle réfléchissait très sérieusement à ce que signifiait rester mariée à quelqu'un qu'il avait vu traverser l'enfer sans lever le petit doigt. Une semaine après la réunion, le propriétaire de Lucie a affiché un avis d'expulsion sur sa porte. Le CPS a classé son dossier sans suite. Mais le dossier restait ouvert pour surveillance, au cas où. Lucie a emménagé chez la mère de Daniel, à environ 2 villes de là. Laura n'avait plus eu de nouvelles d'elle depuis. Daniel et Laura essayaient encore de régler leurs problèmes. Et Laura? Elle passait devant l'ancienne maison de Lucie tous les matins en allant au travail. L'endroit semblait calme maintenant. Parfois, elle se demandait si Lucie avait vraiment pensé que ça marcherait. Si elle pensait qu'elle pourrait mentir toute sa vie. Mais le truc avec les menteurs? Ils se font toujours prendre tôt ou tard. Et quand c'est le cas, il suffit de se lever et de dire la vérité. Le reste suit son cours.